Avec Philippe Mérieux, nous allons imaginer l'école de demain. L'entretien est si riche que je l'ai découpé en 3 épisodes. Et dans ce premier volet, on se pose une question fondamentale, à quoi sert l'école ? Et oui, avec Internet et maintenant l'intelligence artificielle, le savoir est à portée de main. Alors, pourquoi continuer à aller à l'école ? Est-ce une simple machine à trier pour mettre les élèves dans des cases ? Faut-il réfléchir à son orientation dès la maternelle, comme le suggère la ministre de l'Éducation nationale ? Il faut se préparer très jeune, dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Aïe, 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 ça fait mal. Dans cette vidéo, Philippe Mérieux propose une vision de l'éducation bien au-delà de la réussite à un examen. Il développe des idées puissantes avec une grande hauteur de vue. Avant que l'émission commence, j'ai une demande. L'algorithme de YouTube favorise les contenus courts et spectaculaires, pile l'inverse de ce format. Alors pour l'aider à pousser la vidéo, pourrais-tu t'abonner en cliquant sur la cloche ? C'est simple, c'est gratuit et ça m'aide énormément parce que pour le moment, vous êtes seulement 10% à être abonné à la chaîne. Merci pour ton aide, bonne émission. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Cher auditoire, bonjour. Ouais. Sur cette chaîne, nous imaginons un monde différent. Et aujourd'hui, on va imaginer une école différente. On va commencer par se poser la question de ses finalités. Est-ce que l'école sert à quelque chose ? On ne sait pas. Ensuite, on va confronter ces finalités à notre époque. À quoi ça sert d'apprendre alors qu'on peut tout savoir d'un simple clic ? Et puis, comment est-ce que l'on fait pour faire école avec des jeunes qui n'arrivent plus à focaliser leur attention ? En voilà une bonne question. Ensuite, il y aura le déjà mythique quart d'heure du diable, avec des questions qui grattent. Et enfin, une fois qu'on aura mis tout ça en place, on pourra essayer d'imaginer concrètement à quoi pourrait ressembler une école différente, peut-être une école de demain. Voilà un ambitieux programme, mais pour ce faire, nous avons un atout. Nous avons la chance d'accueillir un grand pédagogue, quelqu'un qui a fait beaucoup par l'école, pour l'école, en l'école. Il a écrit des ouvrages qui sont devenus des références. Nous accueillons la légende, Philippe Mérieux. Ouais. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? C'est sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Stop ! Arrêtez tout, c'est faux. Charlemagne n'a pas du tout inventé l'école. L'école existait déjà dans l'Antiquité, par exemple en Égypte avec les scribes. En Chine, Confucius, moins 6e siècle avant Jésus-Christ, avait déjà son école itinérante. En Inde, il y avait déjà des universités prisées de toute l'Asie. Et puis évidemment, chez les Grecs, les Athéniens allaient à l'école pour devenir des citoyens. Donc vous voyez, je ne parle pas des Romains, avec les fameux rhéteurs qui apprenaient l'art de la rhétorique. Alors, qu'a fait Charlemagne ? Il a permis à l'école de se développer, notamment dans les églises et les monastères. Et puis, il a demandé à un érudit quelle matière enseigner. Et là, vous allez en reconnaître certaines, puisqu'il y avait la grammaire, l'arithmétique, la géométrie, la musique, etc. Voilà. On a même trouvé, Olivier, des traces d'écoles chez les hommes préhistoriques, puisqu'on a trouvé autour de certaines grottes ornées des lieux où, de toute évidence, il y avait un maître qui apprenait à des disciples. On a trouvé des petites cupules, on a trouvé des petits morceaux de terre rougeâtre qui probablement permettaient de colorer les pinceaux. Donc l'école est probablement encore plus vieille que ce que vous avez dit. Alors, pour entrer dans le monde des rêves, parce que là, on va décoller de cette réalité, on va pas essayer d'imaginer l'école telle qu'elle est, on va utiliser cette merveilleuse machine, donc le Rêvotron. À chaque fois, j'essaye, en fonction de l'invité, d'adapter la mise en route de l'appareil. La dernière fois, c'était avec Olivier Amand, qui est biologiste, et donc je l'avais endormi avec du chloroforme. Vous voyez. Mais vous avez été professeur de français, je pense qu'il serait plus adapté de s'appuyer sur le verbe. Je vais essayer d'utiliser la puissance du verbe. Alors, je lis l'incantation. Normalement, ça fait un effet, et bam, j'allume. Vous êtes prêts ? Ouvrez grand vos pensées au murmure du vent, et cueillez dans les rêves un espoir renaissant.
j'augmente doucement. C'est beau, hein? On dirait presque du Victor Hugo. La rime est un peu facile, mais il y a un petit air un petit peu... on retrouve un peu la plume de Victor Hugo. Est-ce que vous savez de qui c'est? Non? ChatGPT. Alors, c'est pas Victor Hugo, en l'occurrence, c'est plutôt Victor Algo, algorithme. Assez de Victor Algo. Nous entrons dans le vif du sujet de cette émission avec la première partie. À quoi sert l'école? Vous distinguez deux grandes utilités, deux grandes finalités de l'école. Elle sert à apprendre et à vivre ensemble. Et je vous propose qu'on commence par apprendre. Elle sert d'abord à garder les enfants pour permettre aux parents de travailler, de faire autre chose. Ça pourrait être une simple garderie. C'est quand même une garderie. C'est la première fonction de l'école, c'est une garderie quand même. Alors c'est pas sa mission, mais c'est une fonction. Et une fonction qui est de plus en plus sollicitée, parce que moi qui travaille avec des municipalités, j'étais l'autre jour à Grenoble, on me dit mais les parents viennent faire une pétition pour qu'on les garde jusqu'à 18h, 18h30, il y en a même qui veulent qu'on les garde jusqu'à 19h et qu'on puisse les prendre en charge le matin dès 7h30. Donc il y a cette fonction de garderie qu'il ne faut pas oublier. D'accord. Fonction sociale. Il y a une fonction de tri social aussi. L'école réussit à faire émerger une élite. Et on dit souvent que le problème de l'école, c'est l'échec, mais en réalité, ce serait beaucoup plus problématique s'il n'y avait pas d'échec. Parce que l'échec est en réalité la solution, et pas le problème de l'école. La question du tri social est très compliquée. Mais déjà sur apprendre, je laisse le vivre ensemble pour plus tard, mais déjà sur apprendre, qu'est-il donc si important d'apprendre à l'école? Pourquoi est-ce que l'on fait des mathématiques, dans le fond? Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Moi, je cite souvent pour illustrer la question, pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'on apprend à l'école ?» une phrase d'un de mes maîtres, Olivier Reboul, qui disait « Qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné ?» et qui répondait « Ce qui unit et ce qui libère. » Ce qui libère et ce qui unit. Ce qui libère des stéréotypes, des préjugés, de l'égocentrisme enfantin, ce qui libère du local qui nous met sous emprise, ce qui libère de la contingence historique, familiale et sociale, et ce qui nous unit aux autres. C'est pour ça que je ne suis pas complètement d'accord avec votre proposition de traiter séparément apprendre et socialisation, parce que le rôle précisément de l'école, c'est d'apprendre par et dans la socialisation. C'est de ne pas séparer apprendre et faire société. Quand Ferdinand Buisson, qui est le grand théoricien de l'école de la République, qui est celui que Jules Ferry avait chargé d'organiser et de penser l'école de la République, dit quelles sont les fonctions de l'école, il dit c'est d'apprendre et d'apprendre ensemble, et le ensemble est aussi important que le apprendre, parce qu'on pourrait imaginer, et Jules Ferry là, ou plus exactement Ferdinand Buisson, rêver de quelque chose qui aujourd'hui est à nos portes, on le verra tout à l'heure. Ferdinand Buisson disait on pourrait imaginer une école où chacun apprend séparément et apprend bien mieux qu'avec ses camarades dans une classe. Je préférerais une école où chacun apprend dans une classe avec des camarades moins bien, à une école où chacun apprend mieux, mais seul, sans les autres et sous l'autorité d'un seul maître. Oui, ça, effectivement, on va y venir, puisque c'est tout l'enjeu de, comment on appelle ça, du analytic learning analytique, où on privilégie la performance que chacun peut avoir séparément, mais ça, nous y viendrons. Mais vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi est-ce que l'on fait des mathématiques à l'école ? On fait des mathématiques parce que ça libère et parce que ça unit. Parce que ça permet de comprendre, et quand on comprend, on est un peu plus libre de voir à travers le monde autre chose qu'un chaos, d'y voir des arrangements, d'y voir des choses qui prennent du sens, qui sont organisées selon un certain nombre de principes. On est plus libre quand on comprend que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et on est encore plus libre quand on a compris que cette histoire-là, elle n'est pas créée de toute éternité, elle a été découverte par Pythagore un jour dans l'Égypte antique, quand il est allé voir comment on construisait les pyramides, qu'il a découvert la corde à nœuds avec 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, 3 x 3, 9, 4 x 4, 16, 9 et 7, 25. Donc voilà ce que c'est qu'un angle droit. Et quand on a compris que les mathématiques ont été dans l'histoire des hommes un outil pour leur émancipation, parce qu'avec les mathématiques, ils ont pu, après les crues du Nil, redistribuer les terres, ils ont pu fabriquer des pyramides, ils ont pu construire des murs et vérifier qu'ils étaient droits, construire des dalles et vérifier qu'elles étaient plates. Et donc l'école, ça apprend à s'inscrire dans l'histoire de l'émancipation des hommes et donc à s'émanciper soi-même, à être libre.
C'est à ça que servent les mathématiques, c'est à ça que sert pour beaucoup l'écriture. Moi, je suis très sensible à la question de l'entrée dans l'écrit. Alors, dans les fondamentaux, on parle de lire-écrire, moi je parle d'entrer dans l'écrit. Entrer dans l'écrit, c'est accepter que la culture de l'écrit nous libère. Et de fait, la culture de l'écrit nous libère. Les premiers écrits des humains, c'est quoi? C'est des listes de courses. Parce qu'il faut libérer sa mémoire. Quand vous écrivez vos petites notes, là, c'est pour libérer votre mémoire, pour pas avoir à vous réciter en permanence ce que vous avez externalisé sur votre fiche. Donc l'écriture libère la mémoire, l'écriture nous libère aussi du temps, parce que l'écriture reste, on dit, hein, la parole s'envole, les écrits restent. L'écriture libère de l'espace, parce que les livres, on peut les envoyer, comme les lettres. L'écriture libère de l'immédiateté aussi, parce que je peux corriger ce que j'écris. L'écriture libère de l'angoisse de se tromper, parce que quand je parle, je peux me tromper, et l'écriture, je peux la reprendre, ajouter tel mot, telle phrase, biffer tel autre. L'écriture, ça me libère. Et le drame d'une certaine école, c'est qu'elle fait apprendre l'écriture aux enfants en leur demandant de se soumettre, alors que les humains ont inventé l'écriture pour se libérer. Et je pense qu'un des enjeux majeurs de l'école, de la pédagogie, c'est de retrouver la joie de cette libération dans les savoirs scolaires qu'on dit obligatoires, lire, écrire, compter, l'histoire, la géographie, la physique, la chimie, etc., etc. Quand j'essaie de me souvenir de ce qui s'est passé dans les temps où j'étais sur les bancs de l'école, je n'ai pas du tout vu ça comme une libération. C'est-à-dire qu'on est assommé de savoir et on n'a pas le recul pour... Peut-être qu'ensuite, on commence à comprendre que tout le français que j'apprends sert à structurer mes propres pensées, à m'exprimer, à prendre des notes, tout cela. Mais sur le moment, je ne vis pas du tout ça comme une libération. Comment est-ce que ça se fait que cette émancipation dont vous parlez ne soit pas vécue par les élèves eux-mêmes? Elle est vécue de fait. Elle est vécue de fait. Moi, j'ai mené des entretiens avec des élèves sur l'entrée dans l'écriture. Un certain nombre, même s'ils ne le disent pas comme ça, sont capables de comprendre que les règles de la langue sont des outils pour la liberté de la pensée. Ils sont capables de comprendre que quand la maîtresse ou le maître dit « faut pas répéter le même mot 5 fois dans la même phrase ou dans le même paragraphe », ça fait chercher du vocabulaire. Et qu'en cherchant du vocabulaire, on s'enrichit. On enrichit sa mémoire, on enrichit ses connaissances. Je pense que beaucoup d'élèves le vivent. Alors, ils ne le formalisent pas de cette manière, mais ils le vivent. Et puis, il y a autre chose de très important, c'est qu'à l'école, il faut accepter une certaine frustration du moment, certains exercices ingrats, difficiles, compliqués, parce que le professeur qui est là, parce que le maître qui est là incarne une promesse. Et incarne la promesse que ces savoirs-là, finalement, sont porteurs de plus de satisfaction à terme que celles auxquelles vous avez renoncé sur l'instant, parce que vous auriez préféré être dans la cour, jouer aux billes ou aux jeux électroniques. Et je pense qu'un des enjeux de l'éducation, pour tous les éducateurs, que ce soit les parents ou les enseignants, même les animateurs sportifs ou dans n'importe quelle association qui s'occupe d'éducation, c'est de faire accepter qu'il y a un certain renoncement à des satisfactions immédiates au nom de la promesse de satisfaction future. Voilà. Et l'adulte doit incarner cela. Si l'adulte n'incarne pas cela, eh bien, il y a de grandes chances que ces frustrations soient vécues et perçues par l'élève, par l'enfant, par l'adolescent, comme de simples brimades. Et un des enjeux... On évoquait tout à l'heure le bonnet d'âne, c'est que le bonnet d'âne peut être vécu comme une simple brimade, une humiliation insupportable. Peut-être que dans le contexte de l'époque, il pouvait être vécu autrement. Je ne crois pas, je ne sais pas, mais c'est pour vous dire qu'il faut souvent se dégager des apparences pour regarder comment les choses sont réellement vécues par les personnes. Un interdit, une obligation, ça peut être très frustrant, ça peut être quelque chose qu'on vit très mal, ça peut être aussi une occasion de se dépasser, et donc une occasion de satisfaction extraordinaire. C'est tout ce que l'adulte doit être capable de montrer à l'enfant. Je t'oblige, je t'interdis, mais le plaisir que tu vas trouver à ça maintenant, puis surtout demain, il est supérieur à ce à quoi je t'aurais contraint de renoncer. Donc ça veut dire que l'élève ne ressent pas forcément la motivation d'apprendre, mais le professeur doit arriver à lui transmettre une promesse.
Pas facile. Oui, frustration, facile. promesse, c'est un couple. Mais les parents, très tôt à l'enfant, ils doivent lui transmettre une frustration, une promesse. Quand un bébé naît, il sort du ventre de sa mère, hein, où il était logé, nourri, blanchi, il n'avait aucun désir qui ne soit immédiatement assouvi. Quand il arrive sur Terre, quand il arrive près de ses parents, il a faim, il a soif, il a envie d'être propre et il est sale, il a envie d'être tenu dans les bras, mais papa repasse, maman fait de l'ordinateur, ils sont pris à autre chose. Et donc, il faut qu'il apprenne à être frustré, mais il n'accepte cette frustration que parce qu'il a simultanément la promesse que ses parents ne l'abandonneront pas et qu'ils veilleront sur lui. Et l'enjeu de l'éducation familiale, c'est ça, c'est construire un cadre qu'on appelle un cadre sécure, parce que à la fois on met des limites, à la fois on dit tout n'est pas possible tout le temps, à la fois on dit tu ne vas pas faire ton caprice en permanence, mais ce à quoi je te demande de renoncer, ça n'est pas grave, parce que l'avenir que je te promets vaut la peine, vaut le coup, et je te protège et je te protégerai. Et je crois que beaucoup d'enfants aujourd'hui, alors disons un certain nombre d'enfants, manquent de cette rencontre de deux choses solidaires, la frustration et la promesse. Certains enfants n'ont que des frustrations sans promesse et ils basculent dans l'agressivité. Certains enfants ont des promesses sans accepter l'idée qu'il y a des limites et des frustrations et ils basculent dans la toute-puissance. Et je pense que éduquer, c'est être capable de mener de pair cette nécessité de la frustration et cette importance de la promesse. Et je pense que ce qui est vrai pour les parents, l'est pour le maître, et que les enfants, vous-même quand vous étiez à l'école, vous sentez implicitement si l'adulte est porteur de cette frustration-promesse. Si à travers les interdits et les obligations qu'il va vous imposer de respecter, eh bien, il y a quelque chose qui se profile, qui va être source de plaisir supérieur, d'épanouissement, d'accès à des joies intellectuelles qui valent infiniment plus le coup que les plaisirs auxquels vous avez renoncé. Alors là, vous faites porter beaucoup sur les épaules des professeurs. Oui. Parce que malheureusement, je pense qu'une partie de ces frustrations ne leur appartient pas. Il se trouve que j'ai été professeur et j'avais l'impression que l'école était le réceptacle de problématiques qui ne lui appartenaient pas. Des problématiques sociales, vous voyez. Et il m'a été difficile, moi, l'expérience que j'en ai eue, c'est qu'il m'était difficile de transmettre une promesse envers des élèves qui étaient dans des situations assez défavorisées, où je ne pouvais plus porter cette promesse. Bien sûr. Où je me retrouve tout petit avec mes cours de maths, alors que les problématiques de leur famille et d'eux-mêmes dépassent largement le cadre. Parce que cette projection que vous proposez, de « je te promets que », elle n'est pas facile à... Oui, parce tenir, que vous voyez, cette projection, elle est caricaturée. On est trop souvent sur le travail et tu réussiras un jour. Mais c'est pas tellement ça. C'est tu vas peut-être souffrir un peu, mais la satisfaction que tu vas éprouver là tout de suite. Moi, je suis convaincu, pour l'avoir vu dans des classes primaires, dans des classes de collège et de lycée, qu'un professeur peut faire pétiller le cerveau d'un enfant, qu'il peut faire que ses yeux s'allument parce que tout à coup l'enfant se dit « Mon Dieu, mais c'est bien ça, j'ai compris, il y a un plaisir extraordinaire à comprendre des choses, à voir le réel s'organiser, à avoir des clés pour ne pas être prisonnier d'un monde opaque et dans lequel on ne comprend rien. » Et je suis sûr que beaucoup de professeurs font émerger cela. Alors bien sûr, le choc de la société et les fatalités sociales qu'il faudrait réussir à faire basculer, reste là. Mais ça n'empêche pas qu'à chaque instant dans chaque classe, un professeur peut susciter le désir d'apprendre et susciter le plaisir de comprendre. Et je pense qu'à tout niveau, de la maternelle à l'université, faire émerger le plaisir de comprendre quelque chose. Ça y est, j'ai compris. Ouais, je le savais, mais je ne l'avais pas vraiment vu, senti. Et là, oui, j'ai compris que c'est ça, c'est comme ça. Le monde n'est plus dans un brouillard où je suis perdu, il devient quelque chose de lisible. Le monde, à travers les mathématiques, à travers l'histoire, à travers le français, à travers la littérature qui me parle de moi et des autres, devient lisible. Je crois que ce plaisir-là, on peut le transmettre à chaque instant dans chaque classe. C'est compliqué, c'est difficile, mais pour moi, c'est l'objectif. C'est un plaisir un peu enfantin, celui de l'émerveillement. Et oui, celui d'arriver à connecter des notions qui sont parfois très abstraites
qui sont assez déconnectés de leur vie, mais arriver à retrouver un lien de façon à ce qu'ils éprouvent une sorte Mais Einstein de plaisir. disait que EMC2, c'était un plaisir enfantin quand il l'avait trouvé. Que réduire la totalité de la complexité de l'univers à 4 lettres, à 3 lettres et un chiffre, c'est un plaisir enfantin extraordinaire. C'est le plaisir de pouvoir comprendre que cet univers si complexe, il est intelligible. Pas définitivement, d'autres vont trouver sans doute d'autres clés d'intelligibilité plus tard, mais il est intelligible. Et ça, c'est formidable, c'est comme lire une carte. La carte, elle est ce qui me permet de me situer dans le monde et de voir que mon environnement n'est pas la jungle, qu'il y a des routes, qu'il y a des lieux où je vais être accueilli, etc. Et lire une carte, c'est un plaisir fabuleux. Alors moi, ce qui m'étonne dans votre position, c'est que finalement, vous remettez la motivation de l'enfant au centre du jeu, alors que je pensais que vous alliez me dire que l'école, c'est une institution et qui peut fonctionner sans la motivation qu'il obtiendra in fine. Non, mais je ne mets pas la motivation de l'enfant au centre. Alors la motivation ne m'intéresse pas. L'enfant, il arrive, il est motivé pour des tas de choses. Il est motivé pour les mangas, pour les billes, pour les jeux électroniques. Moi, mon problème, c'est pas de le motiver, c'est de le mobiliser. La motivation existe déjà quand l'enfant arrive. Moi, je dois le mobiliser à travers ce que je lui apprends. C'est-à-dire, je dois faire en sorte que ce que je lui enseigne soit capable de susciter son intérêt. Si je me cale simplement sur des motivations déjà existantes, j'enferme l'enfant dans son environnement sociétal, dans la pub, parce qu'au fond, ce que va désirer l'enfant, c'est reproduire ce que la publicité et tous les médias et tous les réseaux sociaux lui ont déversé dans la tête. Non, je dois lui faire découvrir que ce que j'ai à lui enseigner est source de plaisir. Et tant que je ne lui ai pas fait découvrir, il ne peut pas le savoir. Le philosophe Alain disait très justement, aucun enfant ne peut éprouver de plaisir et demander à faire de la musique tant qu'il n'a pas découvert le plaisir qu'il y avait dans la musique. Et donc, il faut, je crois, être attentif à ne pas toujours percevoir l'acte d'enseigner comme se greffant sur des choses déjà existantes. Voilà. La motivation, elle peut exister dans certains cas parce que la famille a motivé l'enfant pour les mathématiques, qu'elle a motivé l'enfant pour l'accord du participe passé avec le verbe avoir, qu'elle a motivé l'enfant pour la distinction entre les vallées fluviales et les vallées glaciaires. Il y a des enfants qui arrivent déjà en étant motivés par le travail là-dessus, mais ils sont quand même très minoritaires. Donc la majorité des enfants ne sont pas motivés pour les contenus scolaires et les savoirs scolaires qui vont les libérer. Et c'est à nous de les mobiliser. C'est-à-dire de faire en sorte que les savoirs que nous leur enseignons deviennent pour eux attractifs et qu'ils y éprouvent du plaisir. Et cette mobilisation, je crois, beaucoup de pédagogues le disent aujourd'hui, je crois qu'on l'a souvent sous-estimé parce qu'on n'a pas pris suffisamment au sérieux le plaisir intellectuel même du tout petit enfant. Le tout petit enfant, il a un énorme plaisir à comprendre. Il a un énorme plaisir à comprendre une histoire qu'on lui raconte. Il a un énorme plaisir à comprendre comment on peut ranger les choses. Vous avez déjà vu un enfant rangé, bien rangé comme il faut? Il a un plaisir fabuleux à mettre de l'ordre. Parce que mettre de l'ordre, c'est rendre le monde intelligible. Et on sous-estime ce plaisir intellectuel des enfants et on les fait un peu camper dans l'infantile alors qu'il faudrait leur proposer d'accéder à des contenus intellectuels plus exigeants. Et vous dites que cette mobilisation, tout ce qui se passe peut se passer uniquement si on est dans un univers, je crois que vous avez dit sécure ou sécurisé. Oui. Et pourquoi un univers dans lequel il y a à la fois de la frustration et de la promesse, oui. Pourquoi est-ce qu'il faut que cet univers soit sécurisé? Sécurisé envers quoi? Parce que pour apprendre... Alors là, on va faire un peu de philosophie, mais Aristote dit dans l'Éthique à Nicomaque, apprendre c'est compliqué, parce qu'apprendre c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour savoir le faire, et il faut le faire sans savoir le faire pour pouvoir le faire. Donc c'est un peu Raymond DeVos, enfin vous n'êtes pas assez âgé pour vous souvenir de Raymond DeVos, mais quand même. Je prends ça comme un compliment. Voilà.
Apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire. C'est étrange, hein, quand on y pense. Pour pouvoir le faire. Oui. Alors, Aristote prend l'exemple de la cithare, la guitare, en disant, pour jouer de la cithare, faut apprendre à jouer de la cithare, et pour apprendre, il faut en jouer sans savoir en jouer. Donc, l'apprentissage est quelque chose de bizarre, de mystérieux. À un moment, il faut se jeter dans le bain. On pourrait dire, alors, excusez-moi d'être un peu trivial, mais si les humains avaient attendu d'apprendre à faire l'amour pour faire l'amour, l'espèce serait éteinte depuis longtemps. Hein? Autrement dit, il faut bien qu'à certains moments, nous fassions des choses que nous ne savons pas faire pour apprendre à les faire et pour mieux les faire. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite un engagement. Et cet engagement, il se fait dans un lieu où on est un peu sécurisé. Si on a peur, si on est tétanisé, on ne peut pas s'engager. On ne peut pas prendre ce risque-là. Je dis souvent que pour apprendre, il faut un espace hors menace. C'est-à-dire, il faut être sûr... Si votre enseignant, votre instituteur vous donne la parole et que vous n'avez jamais parlé en public, pour oser parler en public, il faut être à peu près sûr que les autres ne vont pas se moquer de vous. Et que si vous ratez, on ne va pas vous coller une mauvaise note qui va vous rester sur votre carnet pour le restant de vos jours. Donc il faut que vous soyez dans un univers où on ait limité les menaces qui vous inhiberaient dans votre prise de risque et dans votre engagement vers l'apprentissage. On peut se tromper. On peut se tromper, on peut bafouiller, Voilà. On peut bégayer. Et la classe est un lieu où on peut bégayer et bafouiller parce que l'enseignant est là pour dire « vous ne risquez rien ». C'est pas simple, hein. Déjà, ça a instauré. Parce que, déjà, un élève, quand il prend les paroles, moi je me souviens, j'étais tétanisé. Bien sûr. Là, vous êtes tranquillement là, comme ça, et tout d'un coup, hop, on dit votre nom, mais vous vous liquéfiez. Vous arrivez au tableau, vous êtes comme ça. Et en dépit de tout ce qui se passe, il va falloir que l'enseignant arrive à créer les conditions pour qu'on puisse quand même se tromper, on puisse y aller, en sachant qu'on peut se tromper, mais qu'on puisse y aller. Donc il y a tout un travail de l'enseignant sur la sécurisation de cet espace. Oui, il y a un travail d'organisation, de sécurisation. Il y a aussi la manière de penser la fonction de l'évaluation. Il faut que l'évaluation ne soit pas un couperet définitif, mais qu'elle soit une occasion de se connaître pour progresser. Tout ça est important et tout ça fait partie de ce que j'appelle, moi, la pédagogie. Alors, ça, c'était tout ce que vous avez dit, mais vous n'avez pas encore parlé du vivre ensemble. Faire ensemble. Voilà, ça c'est autre chose que le vivre ensemble. Alors c'est parti pour... qu'est-ce que vous entendez par faire ensemble à l'école ? Faire ensemble, c'est apprendre ensemble, apprendre les uns des autres, apprendre du fait que l'autre m'interroge, apprendre du fait qu'il va m'expliquer, que je vais lui expliquer, et que grâce au maître qui va créer des interactions entre nous, eh bien, nous allons ensemble, quoique nous ayons des histoires différentes, partager les mêmes savoirs. Parce que ça, c'est le miracle de la classe. Le miracle de la classe, c'est le fait que des sujets qui ont des histoires, qui ont des accidents de la vie différents, qui ont des richesses différentes, ils vont partager les mêmes savoirs. Autrement dit, on va tricoter ensemble la différence et la ressemblance. Et c'est ça qui fait société. Faire société, c'est s'assumer comme différent, mais partager des choses en commun. Eh bien, la classe, c'est le lieu où on assume les différences entre les individus, mais où on partage des choses en commun, et où on se reconnaît en commun capable d'accéder aux mêmes choses, donc de pouvoir être à la fois singulier dans un collectif. Donc, apprendre ensemble. Oui. Bon, mais je me fais un peu l'avocat du diable. Faites-vous l'avocat du diable. Ah, on sent le plaisir. Hein. Ouais. Si je pourrais me dire que vivre ensemble, ça relève un peu des règles de la bonne conduite, de savoir-vivre, etc., et que c'est le rôle de la famille. Pourquoi est-ce que l'école aurait un rôle à jouer là-dedans ? Pourquoi ne faut-il pas cantonner cela à la famille, être bien éduqué ? Et pourquoi est-ce que l'école s'immiscerait sur ce champ ? Pourquoi elle ne serait pas là que pour finalement apprendre des savoirs, Non, mais la famille a un rôle évident et je suis le premier à dire qu'elle est fondamentale dans l'éducation. J'ai d'ailleurs évolué là-dessus. Moi, j'ai commencé en pensant que l'école pouvait tout. Et aujourd'hui, je pense que l'école ne peut pas tout. Elle ne peut pas tout si la famille ne joue pas son rôle, si les loisirs ne jouent pas leur rôle et ne sont pas confiés à des gens qui les font intelligemment. Donc je pense que l'école ne peut pas tout, la famille doit socialiser. Mais la socialisation de la famille, c'est une socialisation primaire. On se socialise avec ses proches, ses frères, ses sœurs, la famille élargie, les voisins.
L'école, vous allez rencontrer des gens qui appartiennent à des familles qui n'ont pas les mêmes convictions que vous, qui n'ont pas les mêmes histoires que vous, qui n'ont pas les mêmes origines sociales que vous. Vous allez découvrir que les règles du faire ensemble ne sont pas simplement des règles affinitaires, comme dans la famille, où on s'apprécie, on s'aime, on se respecte naturellement, mais sont des règles sociétales qui renvoient au respect d'une différence irréductible que la famille peine parfois à incorporer. Voilà. L'école apprend qu'on doit parler même à ses ennemis. Même à ses ennemis. Pas simplement à ses amis, pas simplement à ses frères et sœurs ou à ceux qui sont dans la famille élargie, mais à ceux qui nous sont indifférents, qu'on n'aime pas, et que il faut élargir le cercle. Moi, je prends souvent cette image des ronds dans l'eau. La famille, c'est le premier cercle. L'école élargit le cercle. L'école vous dit, le monde ne se réduit pas à ta famille. Il y a d'autres familles, il y a un quartier, il y a au-delà de ce quartier une commune, au-delà de cette commune un pays, au-delà de ce pays un univers. Et tu es solidaire de tout ça. Tu n'es pas simplement dans ta famille. Dans l'histoire de l'école républicaine, il y a ce vrai projet qui émerge dès Jules Ferry, qui consiste à dire, je vais arracher l'enfant à sa famille. Non pas parce que la famille est mauvaise, mais parce que la famille, elle est un univers clos, qui a sa légitimité parfaite, qui a à faire des apprentissages fondamentaux, mais qui peut mettre l'enfant sous emprise. Et l'école doit lui montrer et lui dire qu'il existe d'autres choses et qu'il y a des vérités qui sont au-delà de ce qui était convenu dans le cercle familial. Donc, ça veut dire que l'école apprend l'altérité, même avec l'autre. Apprend que le monde est plus grand que la famille. Voilà, des règles qui ne sont pas fondées sur sur l'affect. Sur l'affect et puis peut-être des croyances familiales ou des certitudes familiales. Tout à fait. Mais l'école va remplacer ces certitudes par une méthode qui est celle de la rigueur. Par la construction de règles. Il faut accepter, assumer le terme de règles, la construction de règles qui permettent le faire ensemble. La construction même de normes. Il faut accepter ce mot de normes qui sont nécessaires pour que des gens qui ne se connaissent pas, qui ne s'aiment pas nécessairement, puissent ensemble débattre de ce qu'ils peuvent faire en commun. Ce qui est le cas d'un conseil municipal, mais aussi de l'association de boulistes du quartier, comme d'un club de foot. Et est-ce que c'est pour ça que vous dites que l'école apprend aussi la démocratie ? Elle doit apprendre la démocratie, elle doit apprendre qu'on peut s'exaucer au-dessus de ses intérêts individuels et que le bien commun n'est pas la somme des intérêts individuels. Moi, j'ai beaucoup défendu, par exemple, la pédagogie incarnée par Célestin Freinet, dans laquelle il y a un conseil où les élèves réfléchissent et débattent. Chacun apporte un projet, chacun donne son avis, mais ce qu'on décide, ce n'est pas la somme des avis. Ce qu'on décide, c'est ce qui est construit progressivement par la confrontation de ces avis. Et ça, c'est la démocratie. Et puis l'école, c'est aussi... c'est une démocratie difficile. Je ne dis pas que la démocratie est facile. Nous vivons un moment de remise en cause de la démocratie, à la fois dans les pratiques et dans les idéologies. Je dis simplement que pour moi, la démocratie, c'est l'utopie scolaire par excellence. C'est ce que l'école doit réussir. C'est notre horizon. C'est ce qu'on doit réussir à faire exister. Alors c'est difficile, c'est compliqué, on n'y arrive pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Quand j'ai lu cette idée chez vous, je me suis dit, quand j'ai vu aussi mon propre passé, j'avais plutôt l'impression que l'école ressemblait pour moi à la royauté, avec le professeur et ses sujets. Et les règles que vous énoncez, moi je les vois plutôt descendantes. Vous voyez, j'ai pas trouvé que mon expérience scolaire était si démocratique que ça. Oui, alors on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas parce que vous l'avez vécu sous la forme de la royauté que ça ne vous a pas éveillé à la démocratie. Ne grimacez pas. Pas trop. Ne grimacez pas trop. Non, ce que je veux dire, c'est que le maître, la maîtresse, le professeur, va évidemment imposer des choses. Mais pas au nom d'une sorte de pouvoir de droit divin, au nom de ce qu'est notre projet commun. Et il va me faire comprendre que ce qu'il m'impose, c'est pas son caprice, le caprice du roi, c'est ce qui est nécessaire
pour qu'on parvienne ensemble à nos fins. En tout cas, le bon maître, c'est celui-là. C'est celui qui sait me montrer que ce qu'il m'impose ne relève pas d'un caprice, mais bien d'une exigence commune. Que le maître incarne l'exigence. Incarne. Incarne. Vous avez vu? L'autorité est émanente. L'autorité est émanente. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai l'impression que vous dites que le maître va expliquer son point de vue et c'est comme ça qu'il se fera, alors que du moins personnellement, non, je dis pas crois qu'à un moment expliquer. donné, surtout Non, il face ne faut à des pas qu'il élèves, se justifie en permanence Voilà. en disant... Donc, non, c'est pas ça. C'est incarner l'exigence et faire entendre, ce qui ne veut pas dire forcément expliquer par le détail, mais faire entendre que cette exigence nous fait tous grandir. Voilà. le monarque. Non, c'est pas un monarque. Je vous titille un peu. Non, Vous voyez non. Mais vous voyez, il y a quand Non, même le une monarque, dialectique dans- le monarque, il impose son caprice pour son propre intérêt. Alors, Pour son propre intérêt. Le monarque, il traite ses sujets comme des vassaux qui doivent servir sa propre personnalité. Le Est-ce que vous professeur, croyez il est que- celui qui permet à l'autre d'exprimer sa personnalité. n'est-ce pas le point de vue de l'adulte qui voit ceci se jouer auprès des enfants, mais les élèves ont-ils le recul dans leur niveau de jugement moral, en quelque sorte, pour voir que ce n'est pas un monarque? Ils l'ont peut-être pas sur le moment, mais je pense que s'ils ont une belle expérience scolaire, ils le comprennent assez vite. Et on retombe sur ce que vous dites, où il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'émanence chez le professeur. Il y a quelque chose, on y reviendra à la fin quand on parlera de l'école, mais quelque chose, vous voyez, qui est, j'ose le mot, du charisme. Oui, Je sais que vous dites, on ne peut pas, du moins, le charisme est trop particulier, on ne peut pas le généraliser. Mais Non. il n'empêche, il y a quelque chose qui dépasse le... je crois. Vous Oui. voyez, il y a quelque chose de La l'être. différence, On transmet avant tout ce que l'on est. Ouais, Et, c'est ce c'est que compliqué de disait, faire un c'est ce que système disait avec Jean ça. Jaurès. On n'enseigne pas ce que l'on sait, ni ce que l'on fait, on enseigne ce que l'on est. Sans doute, mais je ne crois pas que ce charisme soit immanent et soit inné. Je crois que ce que vous appelez le charisme, on peut le former. Et que ça se forme, ça se travaille, ça se construit, et que ça se construit dans une formation initiale et continue, et qui aujourd'hui, à mes yeux, n'est pas à la hauteur de la situation. Voilà, j'espère que ce premier épisode t'a plu. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la clarté avec laquelle Philippe Mérieux déroule sa pensée. Il évite les concepts abstraits, les idées trop radicales, et il met toujours au centre l'émancipation de l'élève. Ainsi, je trouve qu'il propose une belle conception de l'école. Dans le prochain épisode, on va confronter cette conception aux difficultés de notre époque, avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle à l'école et les problèmes d'attention. Sur ces deux sujets, Philippe Mérieux donnera des réponses précises et concrètes. Et puis, il y aura le troisième épisode où tout sera en place pour imaginer l'école de demain. Alors, comment ne pas louper ces deux épisodes passionnants? Je ne vois qu'un seul moyen. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à laisser un commentaire. À très bientôt.